exigeant que Paul Ricoeur à l'époque avait déjà conjugué et qu'il trouve dans les textes liminaires d'Antoine qui ont inspiré notre réflexion collective, qui trouve une implication tout à fait stimulante. Donc le projet de cette société plus conviviale serait un projet de vie digne d'être vécu dans la mesure où elle combine autonomie et vulnérabilité. Alors, pour en parler, nous avons plusieurs orateurs avec plein d'autres changements. Je dois excuser notre collègue et grand ami des facultés, Alain Papot, qui enseigne à l'université de Lausanne, mais qui, pour raison de santé, ne sera pas parmi nous. Peut-être que Dominique Bourg, qui travaille avec lui à Lausanne, pourra tout à l'heure transmettre certains éléments de sa pensée. Alors, Jérémy Van Merbeek est un autre orateur de cette deuxième session. Il est magistrat à Bruxelles et il est annoncé vers midi. Si jamais il arrive vraiment trop tard, il parlera cet après-midi. Alors, nous avons, pour entamer la discussion, deux orateurs qui m'entourent. À ma gauche, Madame Chélie Hilaire-Marguerat, que j'ai eu le plaisir, je m'en suis souvenu récemment, j'ai eu le plaisir d'être dans son jury de thèse il y a quelques années à Genève. C'était une belle thèse, voilà, en 2014. Une belle thèse qui portait sur la conception de la propriété chez Locke. Madame Marguerat continue ses réflexions dans ce domaine et elle est aujourd'hui consultante en Suisse pour notamment des ONG sur les problèmes précisément dont elle va nous entretenir, qui sont les problèmes de responsabilité. Dans cette problématique, la responsabilité est en effet un concept qui permet, me semble-t-il, de lier l'autonomie et la vulnérabilité. Madame Marguerat est également l'auteur d'un livre à paraître. Mon petit doigt me dit qu'il est déjà paru en 2019 chez Palgrave. Ben voilà, c'est un scoop. Un livre sur le droit de propriété privée dans son rapport avec l'environnement, livre sous-titré « Nos responsabilités à l'égard des ressources naturelles globales ». Voilà, sans plus attendre, comme le temps est chargé, je lui donne immédiatement la parole. Madame Marguerat s'exprimera en anglais, mais elle est disposée tout à l'heure à répondre aux questions en français. Ladies and gentlemen, I'm very grateful to be invited to this conference. My part here is related to the urgent need for a legal transition to a more efficient environmental legislation in relation to property law that still defines nature and animals aside of certain human rights. As we all know, environmental policy today are inefficient in dealing with the challenges of natural resources, biodiversity, together with the current economic needs. Since time here is limited, I hope you can see the printed version of the lecture that I put in each row of the chair that you can hand in, where you can find references and examples that I cannot say here due to the limited time. I shall start from the very beginning of the first clear definition of property law as an absolute ownership right. Why is that important? Simply because an absolute definition of property law has opened the way for property owners to be legally allowed to extract, exploit natural resources and animal life for profit alone without any limitation. It is thus not surprising to observe that from the very same historical period,
Capitalism has arisen in global terms, and with it, global industrialization, abuse and exploitation of the planet's resources, animal, and as a result, poorer condition for human rights. From an historical point of view, it is agreed that the first time that absolute ownership was formulated in plain legal language and as a constitutional document was in the various declarations of human rights associated with the American, French, and other revolutions of the late 18th, 19th century, starting with the glorious bloodless revolution of the UK. Again, you have examples within for anyone who is interested. Let's not forget, though, that those revolutions were liberating men from monarchies and slavery, while protecting natural, individual, and inherent rights against tyranny. For this kind of global legal protection, the right of property was interpreted in a broad sense to also cover life, liberty, pursuit of happiness, as well as material assets. Before the Universal Human Rights Declarations and in all time of human history, legal restrictions of all kinds to the use of property have always been in existence. This includes the Roman times, where people were considered as property. There too you can find legal limits for the use of property, so it has always been there until recently. Surprising, is it really? I mean, those times before revolutions were mainly times of monarchies that wanted the power to themselves, and as such were satisfied in giving use rights on their land so that they could keep control on the final product. Control of people's property rights all starts from there. Who gives this right? Power, money? But can really humans all having the same capacities take subordination and play with the life of others of their kind, life that was not given by them? Note I'm here, chapter 7 of my book. This is why the legal definition of property is broad, but in the same time it has been interpreted very narrowly to be related only to material property that also includes nature and animals. With this absolute language, we can see an increasing modern legal necessity for limits to be added to this absolute language, and it is observed that more and more national laws and constitutions, and also in the international scene, it is clearly asserted that property ownership also entails obligations that could be balanced with the that should be balanced with the general interest. For this, I thank the extended research of Professor from your university, Professor Nicolas Bernard, who shared with me his research. Thank you. This tendency is also observed in the international scene, as I've said, and I will show some examples to this. There is that a collision between the language of absolute property rights that is still defined today and its connection to human obligations and responsibilities demanded by modern legislation. One of the main consequences of this collision is the human right to a healthy environment. As it is nowadays, it remains vague and unenforceable, but it is still a great example because of the great awareness worldwide and recognition in international constitutions and courts. You will have some development of it within the paper. As recently acknowledged by the United Nations Human Rights Council, clarification of human rights obligations relating to the sustainable environment is necessary in order for states and others to better understand what those obligations require and ensure that they are fully met. So clear responsibilities are demanded from some time now, and as I will show later, more and more. I argue to have found this clarification for human rights obligations that are even successful in economic terms. An option, and as I will show you an example below, is the waste management.
An option to make a change thus would be to provide clear responsibilities as an extension to this human right to a healthy environment, so it becomes more efficiently enforceable. One of the options. With regards to today's international case law, the test that is increasingly applied by the courts already shows that via both direct and indirect ways, responsibility for our environment or for public interest is balanced against the individual right to property, among others as a tool for asking a higher level of environmental standards. But is it really only all the time for environmental standards or public interest? Well, we should all be critical about this development, since as demonstrated in chapter 2 of my book, the very same balance for the public good is also being continually abused by governments to use and deprive natural individual rights. In some cases, just for another shopping mall or anything that contains that certain group of interest desire, because public interest is legally allowed to be very widely interpreted and sometimes without any compensation to the individual. Among other international bodies that emphasize this increasing need for responsibilities is the European Court of Human Rights, the case law that mainly relates to Article 1.1, Article 8 of the ECHR, and the Inter-American Commission on Human Rights, the Court of Justice of the European Commission. I don't have time here to give you a specific example, but you can find some of them in the page I have given you. 10 days ago, I was participating in an important global new initiative in the Peace Palace, the Hague Principles for the Universal Declaration on Responsibilities for Human Rights and Earth Trust. It totally represents the need for today's responsibility to be taken to the international scene with initiative for enforceable individual as well as governmental responsibilities. So, all those examples show that increasing need for today, clear responsibility are entirely related to our human rights. They are there. Now allow me to demonstrate a concrete example for a clear and circular economy responsibility as per my finding related to the waste management. Because it is not possible here to cover all the limits found as per my findings, which includes the strict limit on land management, natural resources, biodiversity, animals, due care, and even recycling, with clear examples of implementation as per my ongoing research of what is going on nowadays and already successfully going on nowadays. The well-known property limits of waste management demands responsibility from property owners individually for the better management of their natural resources and especially the consumable products on their land. The purpose of this responsibility is for the general presentation of all humanity and its surrounding, because the waste of natural resources that are limited, if not in use, can perish, and as such would be a waste that can be used by others within the community who need it for their own existence. Now, this limit is supported by jurists and political philosophers from all times, as described and compared in my thesis, among others. For example, Grotius, Pufendorf, who use similar limits that concern only consumable goods. Even in the most influential texts of property rights in historical political terms, and ironically, the very same source that raised it to the unlimited stand, with natural right justifications, there too, this no waste responsibility is clear and it relates only to perishable natural resources. As such, it does not include durable goods as diamonds or money. So accumulation of money and durable goods is still possible for this limit.
only concerns almost perishable goods that are natural. Now, for examples of implementations of the waste limit aiming for successful management of this responsibility. Now, the concrete example. Taking, for example, it all relates to the regions, of course, the culture, the politics, the needs of the region. I'm taking an example here for limited time of the mountain region due to its global ecological importance, or other that you can compare to other poor regions on this planet. My current ongoing research shows that it is most relevant to propose a voluntary participation from the property owners of the land. Donc, il faut que ça soit volontaire. So that farms and other consumable goods owners as supermarkets, restaurants, could be listed by the local community. The point would be that the owners of the consumable goods to make use of all their goods. They would be kind of obligated, and whenever there is a waste of a natural perishable product that is unused and almost perish, it shall be transferred to those who demonstrate a need for it for their living. My modern research shows that the first and perhaps most relevant possibility for those regions is a reward system. Why? Because in those regions that I mentioned, that I'm talking about now, like mountain regions and other poor regions that can take an example, the owners' needs are in need for financial support. So the owners who appropriately respect the management of waste, instead of being liable or punished, could be rewarded for its appropriate application. How? I'm going to show you. For the best results, the approach should be to completely shift the responsibility of the waste management to the individual owners, as we said. The profitable possibilities could be explained to all the relevant participants, together with the rights, obligations, and the possibilities of profit if he or she is cooperating. This includes modern means of communication, letters, but also any other convenient ways specifically adapted to the region, while also proposing some of the following relevant options. Now for the examples of possibilities that make waste management profitable. So, my research shows that calls for example, a creation of a small local place construed in each locality, whereby property owners could bring all the almost perishable products from their land that were not in use. The gathering of those goods can be done in a community hall, while the owners who properly bring their almost perished product could be rewarded in different ways, such as 1, the possibility to take from the same community hall other products brought by other cooperative owners that they would need themselves, or 2, a green label on their farm supermarket that could make their product more interesting. A second example is to dedicate a section in an existing supermarket where the owner gives the products that do not appear to be in their best shape to be sold at a reduced price. The profit from such product could then be shared with the cooperative owners, who would also receive a certain percentage of the profit. An additional example is the creation of a specific supermarket with owners' products. Organization taking care of the needy could send volunteer representative members to gather the products that are not in use from the property owners. A very symbolic price can be taken, if or not, as per the needy's ability, with a percentages, of course, given to the owners so that they remain rewarded for their actions. Both examples I was using right now are already used with economic success in Australia. You can see references again in my paper. Another interesting option that I find relevant is already successful too,
used from 2009 in UK is the Land Share Organization, connecting people who desire to grow their own product with landowners who wish to share parts of their land that they cannot use themselves for its cultivation. If it is used for a further sale of their products, the owners could again get a certain percentage of the profit. So, there are thus, as I argue, as I know, after 11 years of research about it, there are actually ways to combine the better preservation of natural resources and sustainability, in general, while better protecting also human rights. Greatest minds of human history have already thought about those options. This is not my solution. I mean, it is all based on other greatest minds who have already caused a certain evolution and a global awareness. So that yes, solutions are there, not harming anyone, not even the wealthy interest groups, and could even be profitable for anyone involved. Those clear responsibilities could be added as an extension to the human right to a healthy environment, as we've discussed, or within a new international initiative, as mentioned earlier. So, I argue, let's go for it before it is too late. Thank you for your attention. Voilà, merci Shelley pour cet exposé qui notamment respectait parfaitement le timing. Je vous remercie. Vous avez raison d'insister sur la responsabilité d'un aspect de l'autonomie, la responsabilité du consommateur, du producteur, responsabilité sociale des entreprises. On en parlera peut-être au cours de la discussion, avec un concept de la responsabilité qui est moins, comme le disent Jonas et Ricoeur, moins le concept classique d'imputation d'une faute dans le passé que le fait d'assumer en commun, tous les acteurs, une mission pour l'avenir. Voilà. Il y a aussi une mutation du concept de responsabilité, sans oublier son sens plus pénalisant, le sens classique. Ce sera sûrement l'objet de communication, d'intervention dans la discussion tout à l'heure. Je passe immédiatement la parole à Olivier Van der Noot, qui est à ma droite. Olivier est docteur en sciences juridiques de cette université, doctorat en 2017. Il a fait un passage par le barreau de Bruxelles, essentiellement pour faire de la technique de cassation. Olivier anime un séminaire de théorie du droit. Oui, anime un séminaire de théorie du droit dans cette maison. Et puis, il a également, en 2018, fait une réorientation, d'abord en travaillant dans une association d'aide aux migrants. Et aujourd'hui, il travaille dans l'association Entraide et Fraternité, Vivre Ensemble. Précisément, le titre de sa communication portera sur ces questions de fraternité, encore un aspect de la vie digne. Et je le cite, le titre, « Le cœur du droit, réflexion sur le droit de chacun de mener une vie digne d'être vécue ». Tu as la parole. Voilà, bonjour à tout le monde et merci à toutes et tous de m'accueillir ici aujourd'hui. Alors, comme Antoine Bayeux, dans son texte initial sur le droit en transition, dans la continuité duquel ce colloque s'inscrit, je crois que pour penser en juriste dans une société de l'après-croissance, il faut commencer par comprendre, je te cite Antoine, le principe de justice qui sous-tend l'émergence d'une telle société. Donc là, au niveau des fondements. Comme l'a remarqué Antoine, ce principe de justice est parfois formulé comme un droit pour chacun, chacune, de mener une vie digne d'être vécue, compris comme un droit de mener une vie placée sous le double signe de l'autonomie et de la vulnérabilité.
c'est en particulier vers la théorie des capacités de Amartya Sen et Martha Nussbaum qu'Antoine, dans son texte, nous invite à nous tourner pour approfondir une telle approche sur le plan philosophique. Répondons donc à son invitation et examinons de plus près cette théorie, ou du moins quelques-uns de ses grands traits, on va dire. J'en retiens 3 aujourd'hui. Premier trait, pour Nussbaum, la justice sociale implique nécessairement un minimum d'égalité matérielle entre les personnes. Chacun, dit-elle, doit être capable, d'où les capacités, de satisfaire ses besoins fondamentaux avant de pouvoir mener librement sa vie individuelle et sociale. Nussbaum prend de cette manière-là alors cette distance avec la vision libérale de la justice chère à son maître, John Rawls, à qui elle reproche au fond de se contenter de faire comme si les personnes étaient égales entre elles et comme si elles pouvaient négocier toujours déjà un contrat social à l'avantage de tous, fût-ce sous voile d'ignorance. Deuxième trait de la théorie de Nussbaum, deuxième aspect intéressant pour notre réflexion, c'est que chez Nussbaum, le développement qui permet plus d'égalité matérielle entre les personnes n'est pas la croissance économique, mais bien le développement humain considéré de manière plus globale, plus générale. Chez Nussbaum, c'est la personne humaine, concrète, hors de toute abstraction ou modélisation ou réduction philosophique, qui constitue à la fois le point de départ et le terme de la justice. Notons d'ailleurs à cet égard le lien qu'Antoine établit entre les travaux de Nussbaum et ceux d'Ivan Illich, pour qui la vie libre et autonome est avant tout une vie humaine conviviale, à contre-courant d'une croissance économique dont l'anthropologie sous-jacente réduit l'humain à l'homo economicus. Troisième trait, dans la continuité du deuxième, troisième élément, la personne humaine, en qui Nussbaum voit donc le commencement et le terme de la justice sociale, n'est pas tant la personne comme siège d'une pensée rationnelle, systématique, mais bien plutôt la personne comme surgissement de vie, fruit d'une naissance, être organique, éventuellement irrationnel, et digne de respect, car simplement vivant. Nussbaum va d'ailleurs loin dans ce sens-là, puisqu'elle va jusqu'à défendre une vision élargie de la dignité qui dépasse la seule vie humaine pour s'étendre aux autres créatures sensibles. Voilà donc les 3 grands traits que je retenais dans ce principe de justice que je propose d'observer avec Antoine au fondement d'une société d'après-croissance. Voyons maintenant, puisque c'est aussi ça qui nous réunit, comment ce principe de justice, centré sur la personne et sur la vie, peut se répercuter en droit, ou plus spécifiquement dans le domaine de la théorie générale du droit. On pourrait évidemment multiplier les exemples de juristes ou de théoriciens du droit qui en appellent un exercice plus humain ou plus humaniste, des professions juridiques plus écologiques aussi, des professions juridiques comme celle de juge ou d'avocat, mais aussi de chercheurs ou d'enseignants universitaires. Dans les années 70, Curtis J. Berger, professeur de droit à la NYU, utilisait par exemple le slogan « Le cœur du droit est le cœur du juriste » pour réclamer le passage d'une université, je cite, cérébrale et individualiste ou compétitive vers un modèle académique plus cordial et plus social, par exemple. On retrouve cette ambiance des années 70 à travers la création de cliniques du droit, voire de cours non juridiques ou non techniques destinés, je dirais, à stimuler la fibre humaine des étudiants en droit. Dans mon propos d'aujourd'hui, je voudrais pour ma part évoquer un auteur chez qui la centralité de la personne humaine, voire du vivant, donc, que nous avons trouvé chez Nussbaum, constitue, je dirais, la pierre d'angle d'une véritable théorie générale du droit, ou au moins d'une véritable théorie de l'interprétation juridique, dont nous verrons qu'elle n'est peut-être pas sans lien avec le mouvement de la transition. Cet auteur, c'est Daniel J. Solove, un professeur à l'université George Washington, dont les propos qui m'intéressent ont été publiés en 1997 sous le titre «
les postures du jugement, postures of judging. Voilà. Alors, à la différence de son compatriote Ronald Dworkin, Solove propose de considérer le juge, et par extension tout interprète du droit, non pas en référence à la figure mythologique, idéale, hypothétique et abstraite du juge Hercule, mais bien en référence à la personne du juge-interprète telle qu'elle est, concrètement. Contrairement à Holmes et Llewellyn, donc les réalistes américains, contrairement à ces réalistes, Solove n'envisage par ailleurs pas la personne du juge-interprète, donc dans sa concrétude, dans une perspective sociologique, qui viserait à objectiver ou prévoir son comportement par une analyse empirique. Non. Inscrite dans le mouvement droit et littérature, la pensée de Solove cherche plutôt, dans certains romans, des personnages incarnant de manière allégorique une manière bonne ou cordiale de juger ou de se positionner face aux fameux cas difficiles, les hard cases. Alors, dans son article, Solove choisit, donc, pour réaliser ce genre de travail de droit et littérature, le dernier roman de Fyodor Dostoïevski, Les Frères Karamazov. L'auteur concentre en particulier son commentaire sur la façon dont deux des trois frères Karamazov, en l'occurrence Ivan et Alyosha, comment ces frères se positionnent face au jugement de leur frère Dimitri, accusé à tort d'avoir tué leur père et cependant condamné au bagne. Alors, à partir de cette erreur judiciaire dramatique, Solove montre combien l'exigence herculéenne, on sent Dworkin raisonner, l'exigence herculéenne d'Ivan envers le droit et les juges, qui met vraiment en demeure, comme Dworkin, de trouver la one right answer dans cette situation, conduit à une impasse, cette erreur judiciaire elle-même déjà, laquelle aboutit en plus, en l'occurrence, au glissement d'Ivan vers la détresse psychologique. Il va jusqu'à s'auto-condamner alors qu'il est tout à fait innocent, puis vers la folie et finalement vers la mort. Pour Solove, le positionnement juste face au droit et à ces cas difficiles se trouve plutôt du côté de l'autre frère, Alyosha, qui renonce quant à lui à la chimère d'un système juridique ou d'une justice judiciaire parfait pour consentir librement à l'imperfection du jugement humain et à la souffrance qui peut en résulter. Son frère va partir au bagne. Mais dans la foi humble et joyeuse en la justice, mais aussi en la paix, la vérité et l'amour de Dieu. Dans cette perspective, le droit de mener une vie digne d'être vécue, c'est ce droit dont nous sommes tous titulaires et au sujet duquel nous sommes pourtant, paradoxalement, invités à lâcher prise, à passer de l'avidité, d'une certaine sécurité, à un accueil simple et confiant, dans un esprit de simplicité volontaire et de décroissance. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Car choisir la personne humaine comme commencement et terme de la justice, c'est aussi réaliser tôt ou tard que cette personne recèle ultimement un mystère, devant lequel tant notre raison que notre volonté de faire justice se découvrent dernièrement pauvres et impuissantes, vulnérables, on y est. L'homme reste, même si nous avons chaque jour des relations avec lui, un être plus ou moins mystérieux. Dans cette mesure, la résolution d'un hard case, d'un cas difficile, en ce qu'elle se confronte nécessairement au mystère d'une personne ou d'une situation humaine, bien, échappe ultimement à toute méthode de pensée et à toute prise ferme et définitive du juge ou de l'interprète du droit. Envisagé à la lumière du mystère de la personne, l'acte du juge ou de l'interprète ne se laisse pas réduire, comme chez un Hans Kelsen par exemple, à un pur acte de volonté discrétionnaire, un choix arbitraire entre plusieurs sens possibles du droit, éventuellement guidé ou corrigé, comme chez Dworkin, par des principes abstraits dits de morale politique. Ce mystère de la personne, dont procède au fond le sens même du droit, nous invite en effet davantage à un acte de connaissance, mais où la connaissance a renoncé à être absolue. De quoi inspirer une forme de simplicité volontaire face à notre justice limitée, faillible, vulnérable, consistant à diminuer notre consommation, parfois excessive, de biens et services juridiques,
pour régler nos problèmes humains. De quoi se dire que le modèle croissantiel est peut-être aussi celui d'une hyper-juridisation des rapports humains, dont le mouvement de la transition nous invite à nous détacher au profit d'une plus grande convivialité. Je reprends Illich avec ça, qui connaît sa position par rapport au droit, impliquant aussi une certaine déjuridisation, donc une décroissance juridique, peut-être une décroissance des juristes. De quoi aboutir finalement à l'aveu de notre dernière pauvreté devant la question de la justice et du droit. Non pas une pauvreté honteuse, mais la noblesse de se sentir dénudé devant le mystère. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Cette conclusion n'a sans doute pas le caractère de l'évidence ou du consensus. Dostoïevski l'avait également perçu. Écoutons-le dès lors lui-même, dans toute la vigueur de son propos. Peu avant sa mort, à propos de certaines critiques faites à son dernier roman, Les Frères Karamazov donc, il notait sur son agenda « Les goujats se sont moqués de mon obscurantisme et du caractère rétrograde de ma foi. Ces imbéciles ne concevaient même pas une négation de Dieu aussi forte que celle que j'ai exprimée. » C'est à cela que mon roman tout entier répond. Dans toute l'Europe, on ne trouve pas d'expression aussi puissante de l'athéisme. Ce n'est donc pas comme un enfant que je crois au Christ et le confesse, c'est à travers le creuset du doute que mon Hosanna a passé. Ces derniers mots nous en avertissent. Dostoïevski ne sépare pas sa foi de la foi au Christ. Le mystère qui triomphe en son âme, pas un instant l'idée ne lui viendrait qu'il pût être autre chose que le Dieu de Jésus. Cette particularité confère à Dostoïevski une profonde originalité dans le paysage littéraire. À la fois profondément humain et profondément chrétien, Dostoïevski est l'un par l'autre. Son christianisme est authentique, écrit en ce sens Henri de Lubac. C'est au fond celui même de l'Évangile. Et c'est ce christianisme qui, par-delà les dons de psychologue de Dostoïevski, communique tant de profondeur à sa vision de l'homme et de la justice. Inspirons-nous-en donc, et disons, le cœur du droit, c'est le cœur du juriste, de la personne, du vivant, et le cœur du juriste, de la personne, du vivant, c'est le Christ. Alors voilà, peut-être pour terminer, c'est vrai qu'on a quelques jours de Noël, la fête de la Nativité du Seigneur, qui s'est librement fait humble et pauvre au point de naître dans une mangeoire, dans une crèche, parce qu'il n'y avait plus de place dans la salle commune. Et je dirais, imitons-le, et sentons-nous alors solidaires des plus démunis, dont on entend les nombreuses manifestations aujourd'hui, pourquoi pas en appuyant et en participant, il était encore temps, à la campagne de Vivre Ensemble, donc l'association pour laquelle je travaille, qui essaye de soutenir des associations de terrain dont je dirais l'objectif est d'alléger le fardeau qui pèse sur les plus vulnérables. Merci. Merci Olivier pour cette intervention un peu décoiffante, j'en conviens. Mais après la décroissance théorique de ce matin, on a la décroissance juridique pour en arriver à l'essentiel, avec des passages à la limite quand même, parce que tu citais Dostoïevski, je peux citer notre compatriote Simenon, qui a mis en scène dans tous ses livres des juges et qui était intimement convaincu que où on comprenait une situation humaine, où on la jugeait, mais qu'on ne pouvait pas faire les deux en même temps. C'était vraiment assez tragique pour le droit, et je comprends bien ton appel à une humanisation de la fonction de juger. Voilà, deux exposés évidemment très différents, un panel un peu amputé, puisque sur 4 orateurs, il y en a 2 qui ne sont pas là. Je me tourne vers Antoine, il est midi moins 3 à ma montre, on peut peut-être lancer l'une ou l'autre question, et on verra bien si
si Jérémy, qui est magistrat et qui est un grand fan de Dostoïevski, donc c'est dommage qu'il ne t'a pas entendu. On verra si Jérémy arrive. Donc je vous donne la parole. Voilà. L'idée que, disons, à la racine, au fondement, puisque c'est ça qu'on essaie d'aborder de tout texte juridique, se trouve finalement un principe de justice, hein, c'est ça autour de quoi on réfléchissait, et en l'occurrence, c'est ma conviction, et je l'exprime, un prince de justice. Voilà. Alors, la troisième réflexion, c'était par rapport à l'humanisation de la fonction de juger. Je dirais que j'ai bien compris les différentes approches que vous aviez à l'esprit quand j'évoquais cette humanisation-là. J'aurais tendance à dire que ça se joue effectivement au niveau du langage juridique. Je parlais des différentes théories d'interprétation, disons, qui se sont assises au XXe siècle, celle de Kelsen, pour qui cette interprétation relève au final d'un choix discrétionnaire de la part du juge, à la limite arbitraire. J'ai parlé de Dworkin qui dit non, ça ne peut pas quand même être tenu, parce que sinon on est dans une amoralité. Et donc il faut essayer de voir au niveau de la communauté quels sont les principes sociaux, alors hein, horizontaux, sociétaux, qui permettent un tout petit peu justement de moraliser ce choix et qui quand même limitent le juge dans son éventuelle créativité discrétionnaire. Moi, je pense que l'humanisation de la fonction de juger se joue dans ce lieu que Dworkin essaye, je dirais, d'un tout petit peu, comment dire, déjà humanisé, moralisé, mais en amenant les choses peut-être d'un niveau moral qui reste horizontal chez Dworkin à un niveau plus vertical et plus transcendant. Mais là encore, c'est l'approche que j'essaie de suggérer et que j'espère bien encore approfondir dans les années à venir. Notre orateur suivant est arrivé avec un gilet jaune, d'ailleurs j'ai en vélo. Mais Gilles Huguet voulait encore poser une question, je ne voudrais pas le priver de... C'est très gentil. C'est une question, en fait, parce que je crois qu'Olivier n'a pas tout à fait répondu. Il se trouve que par le âge, j'ai, comme beaucoup de gens ici, j'ai travaillé comme avocat au conseil, cour de cassation, à rédiger des pourvoirs. Et les arrêts de cassation sont un entrelac de discours où parfois on reprend vos propres écritures. Et donc, ce que vous essayez de faire, c'est-à-dire enrichir un horizon interprétatif avec à la fois le Nouveau Testament et Dostoïevski, c'est au fond une chose que on continue aujourd'hui d'ouvrir l'espace interprétatif, l'espace des discours dans lesquels on peut insérer son propre discours personnel. Mais concrètement, est-ce que dans la rédaction de vos cas d'ouverture à cassation, est-ce qu'il y a trace de cette éthique de l'inspiration ou est-ce que c'est possible? Merci pour la question. Alors, évidemment, je crois qu'il n'y a pas de réponse absolue, catégorique et définitive à cette question-là. Comme on l'a dit, j'ai quitté le barreau et c'est pas pour rien. Je dirais un niveau plus profond, peut-être pour quand même rester sérieux un petit peu. Voilà, je pense que, disons, ce phénomène, on parlait d'asphyxie dans les sommets de l'ordre judiciaire, qui peut-être rend cette dynamique vitale plus difficile à tenir, a un lien, mais que là encore j'aurais besoin et que je souhaiterais approfondir, avec la prétention de l'État à la souveraineté. Je me demande si, même dans un registre, disons, d'idéal régulateur, on peut tenir que c'est l'État qui est souverain, donc qui est tout-puissant. Est-ce qu'en faisant ça, on ne fait pas peser sur le système juridique, notamment sur les échelons les plus élevés de sa structure pyramidale, une pression qui n'est pas capable de tenir et finalement qui ne lui revient pas de tenir? Voilà, l'heure avance. Jérémy Van Merbeek nous a rejoint. Je pense que tu avais une audience ce matin. Nous sommes d'autant plus reconnaissants que tu nous aies rejoint. Jérémy a une formation de juriste et philosophe avec
Il est l'auteur d'une thèse remarquée qui revisite la notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Il est à la fois titulaire de cours, notamment d'éthique juridique, ce que nous appelons dans le jargon universitaire belge cours de droit naturel, et en même temps, Jérémy est magistrat à Bruxelles. Je lui cède immédiatement la parole pour nous entretenir du thème de la relation au cœur du droit. Merci beaucoup, cher François. Et donc, en effet, je tiens à m'excuser de ne vous rejoindre que maintenant, mais jusqu'il y a 15 minutes, je siégeais à la Cour d'appel de Bruxelles. Je ne sais pas qui dit que la justice est lente, mais je vous assure que j'ai fait le plus vite possible pour être parmi vous. J'ai donc pas eu la chance d'entendre les autres orateurs, et je vous remercie déjà de votre compréhension si d'aventure je devais répéter une ou autre chose qui aurait déjà été dite. Alors, la relation au cœur du droit. Relation au cœur, je rassure tout de suite les plus rationnels d'entre vous. Mon exposé ne restera pas dans le pathos. Non, mon propos fait suite à la thèse défendue par celui à qui on doit d'être tous ici, Antoine Bayeux. Je résume sa thèse à trop gros traits, le temps qu'il me mette à partie. Le modèle croissentiel permet une amplification de l'autonomie, mais passé un certain point, une certaine étape, cette amplification pour le biais du marché se retourne contre l'autonomie elle-même et devient une menace pour cette dernière. La logique croissentielle menace l'autonomie individuelle, mais aussi l'autonomie collective, et celle de nos descendants et de nos cousins, qui au sens large inclut l'environnement. Selon Antoine Bayeux, la revendication de justice derrière le mouvement de la transition est, je le cite ici, d'assurer le droit de tous à mener une vie digne d'être vécue, c'est-à-dire une vie menée sous le double signe de l'autonomie et de la vulnérabilité. Alors je peux me rallier à cette thèse, mais il me semble qu'elle gagnerait à être complétée, car à quelques nuances près, je crois qu'elle reste contenue dans le paradigme qui est vraiment propre à la pensée juridique moderne, qui est celle de l'individu. L'accent est en effet toujours mis sur la vocation du droit à protéger l'autonomie. Étymologiquement, c'est la voie qu'on se donne à soi-même. Et même si l'autonomie sociale est définie par rapport à cette belle notion de convivialité d'Ivan Illich, cette notion elle-même est définie comme étant l'ensemble des capacités collectives fournies par la société en vue de l'autonomisation des citoyens et donc des individus. Donc je crois qu'on reste encore dans ce paradigme de l'individu. Alors je voudrais démontrer dans le temps qui m'est imparti trois choses. Tout d'abord, à l'origine du droit continental moderne que je situe au niveau de l'Antiquité grecque et romaine, le droit ne se pensait pas à partir de l'individu, mais à partir de la relation, à comprendre à la fois en tant que rapport entre deux ou plusieurs personnes, mais aussi en tant que lien d'interdépendance, d'interaction, donc dans le sens de relatif à. Alors par souci didactique, je parlerai par la suite du paradigme relationnel. Ensuite, j'évoquerai brièvement, très brièvement, la période qui, l'époque médiévale chrétienne à la modernité, va faire basculer le droit dans ce paradigme individuel qui a fasciné le droit occidental moderne, en tout cas continental. Enfin, je plaiderai pour que la pensée juridique se réintéresse au paradigme relationnel, non pas pour remplacer le paradigme individuel, je crois que la loi de la bipolarité des erreurs de Bachelard n'est pas inéluctable, mais pour le compléter. Il me semble que ce paradigme relationnel est particulièrement adapté pour penser des phénomènes juridiques qualifiés tantôt à tort, tantôt à raison, de contemporains, les principes généraux du droit, les conflits entre les droits fondamentaux, mais également, je pense, les mouvements de transition. Alors le droit continental trouve sa source la plus ancienne dans l'Antiquité, grecque et romaine. Il est très difficile pour nous de se remettre dans ce contexte où prévalait une conception du monde vraiment radicalement différente de la nôtre. C'est un monde où on oublie parfois, le religieux avait joué un rôle très important, certainement en amont. Un monde où le fondement de la société n'est pas l'individu, mais la famille ou la cité, et où l'autorité unique est le pater familias. C'est donc une société qui est fondamentalement inégalitaire. Dans la pensée grecque, tout avait sa place dans la grande chaîne du vivant. Chaque être avait un but, le télos, dont la poursuite permet l'accomplissement de sa nature et contribue à une harmonie préordonnée des choses. L'idée du logos, la raison, chargée d'identifier ses buts, une cause finale, dirait Aristote, a modelé la conception grecque du cosmos et celle du droit. Et combinée à la notion de justice, va donner naissance au droit naturel classique. Alors pour Aristote, l'homme est un animal politique. Sa cause finale est donc d'être un citoyen vertueux et pris de justice. Et la conception de la justice distributive, selon Aristote, elle concerne, et c'est là le nœud de mon exposé, les rapports sociaux. La justice rend ou attribue à chacun ce qui doit lui revenir dans la cité selon ses mérites. Pour Aristote, donc la réciprocité ne se règle pas sur l'égalité, mais sur la proportion. X mérite d'avoir le double de Y, car il est 2 fois plus méritant que Y. C'est donc bien de penser la relation, car la justice distributive se pense non pas de façon abstraite et individuelle, chaque individu est titulaire de tel ou tel droit, mais en prenant en compte sur le registre de la proportion, les relations entre individus. De façon générale, en Grèce, le droit est pensé de façon peu différenciée par rapport à la notion de justice,
qui est elle-même étroitement associée à la politique et donc à la vie dans la cité. À Rome, les choses ont évolué très différemment, et je parle sous le contrôle d'Annette Ruel qui est ici présente. Parce qu'il est fortement religieux à l'origine, hein, ce sont les prêtres qui disaient le droit. Il va se laïciser progressivement, mais il va conserver, en tout cas, disons, la grosse louche jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est très particulier. Un droit coutumier, jurisprudentiel, casuistique, orienté par des experts, en quelque sorte plus semblable au droit anglais, au droit continental, et où le rituel joue un rôle fondamental. Un droit, nous dit Aldo Schiavone, à géométrie variable, fluide, en perpétuel mouvement. Alors là aussi, il nous faudrait plus de temps pour montrer comment le droit naturel a progressivement, mais assez tardivement, pénétré le discours juridique romain. On va retrouver dans certains textes la définition de la justice comme ce qui attribue à chacun son droit. Mais ce droit de chacun, nous dit Michel Villet, ce n'est pas un droit subjectif prédéfini. C'est justement le problème que le juriste devra résoudre. Et il devra traiter en tenant compte à chaque fois des circonstances et de tous les intérêts en cause afin d'instaurer ou de maintenir une juste distribution. Alors malgré ces différences fondamentales, en Grèce, une réflexion éthique sur la justice étroitement liée politique, à Rome, un droit formaliste qui fait l'objet d'une science rigoureuse et puissante. Ces deux systèmes partageaient la conception d'un droit ne se pensant qu'à partir de la relation entre les individus et non à partir de ceux-ci. Les experts les plus éminents s'accordent pour dire que ni le droit grec ni le droit romain ne connaissaient ce que nous qualifions aujourd'hui de droit subjectif, ou peut-être de façon moins connotée de droit individuel. Les Anglais diraient a right, par opposition au droit objectif. Les Anglais parleraient de law. Alors je devrais aller encore plus vite, malheureusement, en ce qui concerne le passage du paradigme relationnel au paradigme individuel. Il nous faudrait au moins 2 heures, si pas plus, pour retracer convenablement l'impact de la pensée chrétienne sur le droit. Alors, dans un style quelque peu télégraphique, et je vous renvoie pour le reste à la contribution écrite, je me contenterai d'évoquer la révolution morale opérée par les écrits de Saint Paul, on dit Paul, lui apparemment, et Saint Augustin, j'imagine qu'on dit aussi Augustin. La conception de l'égalité morale remplace celle de l'inégalité naturelle, l'individu remplace la famille comme unité sociale, la raison ne suffit plus à garantir l'action, comme chez les Grecs, mais s'y intercale la notion de volonté et de liberté. La dimension horizontale du droit du ius romain cède progressivement à une dimension plus verticale. Après avoir été mis au service de l'impérialisme juridique, politique romain, le monothéisme chrétien devient la référence juridique ultime. Au lieu de la nature, au sens grec, on trouve Dieu, entité subjective, douée d'intention et transcendante, qui accordait la liberté aux hommes tout en leur imposant ses divins commandements. Il me faudrait aussi plus de temps pour décrire l'évolution passionnante qui, quelque part, entre le XIe et le XIVe siècle, dans le contexte de la redécouverte du corpus juris civilis, de la querelle des investitures, du débat entre les franciscains et la papauté sur le droit de propriété, voit l'émergence, enfin, de la notion de droit subjectif, sous la plume des canonistes et puis de Guillaume d'Occam. Il me faudrait plus de temps pour parler de cette transformation progressive de la théorie du droit naturel classique, natural law en anglais, en théorie des droits naturels, natural rights, un mouvement poursuivi par l'école de Salamanque et achevé par l'école de droit naturel moderne avec Grotius et Fundorf. Il faudra enfin montrer comment l'invention de l'individu est allée de pair avec celle de l'État moderne. Une anecdote à ce propos, si on cherche le mot individu dans les dictionnaires historiques de langue française et anglaise, il n'est apparu de façon courante qu'au XVe siècle, en même temps que le mot État, comme stipulation d'une autorité souveraine. C'est en effet notamment à travers la création des États que l'individu est devenu ce rôle social primaire. Bref, à cette époque déjà, les éléments essentiels de la modernité, laïcité, individualisme, étaient en germe. Et le philosophe politique Larry Siedentop n'hésite pas à dire que le libéralisme séculier est l'enfant du christianisme, même s'il ajoute non sans ironie qu'il s'agit d'un enfant naturel plutôt que légitime. Alors la suite est connue, je ne m'y attarderai pas. La révolution scientifique au XVIIe siècle, les théories du contrat social, le succès du positivisme juridique, le discrédit du droit naturel. À cet égard, il ne faut pas se méprendre sur le paradigme dans lequel les théories du contrat social s'inscrivent. Il ne s'agit pas du paradigme relationnel, mais bien du paradigme individuel. Les individus s'associent pour protéger leur vie ou leur possession. Et pour Locke, le mandat de l'État se limite à assurer cette protection. En d'autres termes, le collectif reste au service exclusif de l'individu. Je suis convaincu qu'un certain nombre d'apories de la réflexion juridique actuelle viennent du fait que les juristes ne sont pas ou plus assez en mesure de penser le droit autrement qu'à partir de l'individu. À la décharge des juristes belges, l'invocation d'un droit subjectif, c'est une condition d'accès pour arriver devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Or, le droit n'a de sens que dans le cadre d'une relation, et toute relation présente des configurations multiples et infinies, de sorte que le droit doit pouvoir aussi se construire en contexte.
Le conflit entre deux principes généraux du droit, entre deux droits fondamentaux, entre divers intérêts en jeu, ne peut se résoudre qu'en tenant compte de la configuration qui se présente, à un moment donné, au législateur ou au juge. L'importance croissante dans le discours juridique de la proportionnalité nous semble à cet égard tout à fait paradigmatique. Et c'est Benjamin Cardozo, réaliste américain, qui fut également juge à la Cour suprême, qui nous invitait à concevoir le droit comme définissant une relation entre des points qui sont le plus souvent en mouvement. Alors derrière les mouvements de transition précisément, n'y a-t-il pas une exigence de justice qui ne consiste pas uniquement à protéger l'autonomie de chacun, mais aussi à garantir une certaine hétéronomie, à savoir, étymologiquement, la voix qui vient de l'autre. Tel est le rôle du tiers, où se loge le droit, qui a vocation à arbitrer des intérêts en présence, en fonction de leurs relations et non uniquement de leur statut individuel. Dès lors que les mouvements de transition privilégient la valorisation ou revalorisation du tissu social, la relation des hommes avec leur environnement, plutôt que l'individu pris isolément, il me paraît que le paradigme relationnel constitue un cadre solide pour les revendications de ces mouvements. Il faut préciser, et j'en terminerai par là, que lorsqu'on affirme que les solutions juridiques doivent se construire relativement à, en garantissant un traitement proportionnel des différents intérêts en présence, on n'attribue pas nécessairement un contenu éthique au paradigme relationnel. L'intérêt de garantir un environnement sain peut, dans certains cas, primer celui d'une grande entreprise, mais pas toujours. On ne peut pas pour autant conclure que le paradigme relationnel serait neutre axiologiquement. Je crois qu'il porte en filigrane l'idée que le lien social peut constituer une fin en soi, les Grecs en étaient convaincus, et pas uniquement un moyen au service d'une fin individuelle, aussi légitime soit-elle. En ce sens, mais je livre volontiers cette dernière réflexion au débat, je crois que le paradigme relationnel offre un meilleur fondement à la notion de responsabilité qui, comme le relevait à juste titre Antoine Bayeux, est indispensable pour rendre justice aux objecteurs de croissance. Je vous remercie. Merci pour cette thèse très claire et cette promenade historique très, très convaincante. Si je peux me permettre d'anticiper un tout petit peu, de dire quelque chose que j'essaierai de dire demain, mais le temps est court. Moi, je parlerai de la personnalisation juridique de la nature, un mouvement qui est venu, entre autres, d'Amérique latine. Les promoteurs de ce mouvement, Pachamama, etc., disent combien ils sont embarrassés de devoir s'exprimer dans un vocabulaire qui n'est pas le leur, qui est le vocabulaire des droits. Au fond, ceux qui mettent en valeur, ils reconnaissent une dignité intrinsèque à la nature. C'est plutôt l'ensemble indistinct, la relation créée entre la nature et les hommes. C'est aussi une idée de relation plus que de droit, même si on est un peu piégé par les mots de notre modernité et de notre globalisation. Voilà, c'est exactement ce que j'ai envie de dire justement. Et dans la contribution écrite, j'examine notamment cette question de ces revendications-là, qu'on force à rentrer dans le paradigme individuel, alors que je pense que non seulement historiquement le paradigme relationnel était à l'origine de l'invention du droit continental, mais je crois aussi qu'il est encore présent. Donc je pense que ce paradigme relationnel, enfin, les juges ont bien conscience, quand on parle de balance des intérêts, on est tout le temps dans ce registre-là. Donc la proportionnalité, on est tout le temps dans ce registre-là. Mais il faut en effet le faire entrer dans un moule qui me paraît, là pour le coup, avoir été victime de la bipolarité des erreurs de Bachelard, c'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à l'autre, qu'on est resté un peu trop coincé dans ce paradigme. Une réaction à ma droite, peut-être Antoine aussi, donc déjà deux réactions. Oui, vas-y. Simplement livrer deux réactions. La première, c'est par rapport à cette dimension sociale, que moi aussi je crois vraiment fondamentale. Livrer peut-être une réflexion que je m'étais faite quand je réfléchissais sur Martha Nussbaum, de dire, est-ce que finalement sa démarche de revisiter John Rawls, donc d'essayer de corriger, disons, l'individualisme trop décharné, disons, de Rawls, en essayant de voir comment on peut mieux tenir compte des spécificités de chaque situation personnelle, finalement, n'est pas, j'utilise une expression un peu forte, mais voilà, c'est une réflexion que j'ai, un emplâtre sur une jambe de bois. Est-ce que finalement, le libéralisme rawlsien, dont part même en s'en distanciant Nussbaum, n'élude pas trop cette dimension, on va dire, relationnelle ou sociale. Voilà. Question ouverte que je n'ai pas résolue, mais vraiment je trouve que c'est un bon point et voilà, merci de partager ça. Le deuxième élément,
fait que, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, donc corrige-moi si je me trompe, quelque part, ce paradigme, disons, individualiste et laïcisé trouve, en tout cas en partie, ses origines dans un certain christianisme. Donc, je dirais par rapport à ça, j'aime beaucoup cet auteur, mais vraiment, Henri Lubac a écrit des choses intéressantes. La première pour dire qu'effectivement, dans la tradition, notamment médiévale, certains auteurs ont pu, disons, semer les germes de ce genre de laïcisation. Et je pense surtout au livre d'Henri Lubac qui s'appelle, je crois, La postérité spirituelle de Joachim de Flore, qui, disons, essaye de montrer comment notamment un penseur comme Hegel, mais d'autres également, voilà, en partant des interprétations de cet abbé cistercien du Moyen-Âge, peut-être conduit la pensée occidentale vers un paradigme individualiste comme celui-là. Maintenant, c'est une interprétation du dogme qui est peut-être ambiguë, paradoxale, et par rapport à laquelle on peut peut-être en dégager d'autres. Et alors là, il y a un autre livre du même auteur que je trouve vraiment, vraiment très beau, et en écho un peu avec cette attention que tu mets sur la relation. C'est donc un livre d'Henri Lubac qui s'appelle Catholicisme, la dimension sociale du dogme, pour dire finalement revisiter cette idée fondamentale que, je dirais, par sa nature même, la foi se vit en église, ecclésia, assemblée, relation. Cette idée de... On ne peut pas vivre ça tout seul dans son coin, et qu'effectivement cette justice alors est relationnelle. Ouais. Antoine, tu enchaînes peut-être comme ça. Oui, je serai peut-être assez court, simplement sur ce paradigme individualiste dont on parle. Je crois effectivement qu'on aura beaucoup à apprendre de Corinne Peluchon demain, dont tous les écrits consistent précisément à essayer de dépasser cette vision, et notamment de penser le contrat social à l'aune d'une nouvelle. Je ne vais pas parler à sa place, mais voilà, c'est de dépasser effectivement ce fondement individualiste. Alors, moi je voulais simplement faire deux remarques. La première concernant cette idée de ce droit indigne d'être vécu. Il est évident que le terme de droit ici doit être entendu avec tous les caveats nécessaires. Donc évidemment, on n'est pas dans le côté d'un subjectif, c'est plutôt une catégorie pour penser et pour aider les juristes à faire ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire l'interprétation conforme. Aujourd'hui, l'interprétation conforme se matérialise surtout par rapport à des principes constitutionnels qui sont généralement formulés sous la forme de droit, même si pas exclusivement. Et je pense que la réalité est évidemment celle que tu pointes, je te rejoins parfaitement, Jérémy, pour dire, et même sociologiquement, enfin, je ne sais pas si François est encore là, mais les transitionnaires, à commencer par Hopkins, le père de la transition, lui-même parle de cette idée de résilience des communautés. Ça vient de settlement, c'est la communauté, et on ne parle pas tellement finalement des individus. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose à bien. Dernière chose, je trouve ça quand même intéressant, c'est toute l'interprétation du christianisme, un petit peu, du rôle du christianisme un petit peu, totalement en contradiction l'une par rapport à l'autre. Bon, même si je pense pas qu'il faille en tant que tel essayer de départager cette polémique éventuelle ici. Simplement, je pense, à titre tout à fait personnel, dangereux de rattacher cette question de la prospérité sans croissance à une religion particulière, et même à la religiosité en tant que telle, parce qu'évidemment, c'est d'abord extrêmement clivant, et deuxièmement, indépendamment des convictions de chacun, bien entendu, il y a évidemment le risque, qui est déjà très fort, qui est très présent aujourd'hui, d'accentuer cette idée selon laquelle tout ceci, toute cette idéologie serait complètement hétéronormée, nous viendrait effectivement d'ailleurs, on parle des ayatollahs verts, enfin voilà. Donc voilà, pour moi ça c'est de nouveau une objection, si pas sur le fond, en tout cas au minimum stratégique. Dernière question, peut-être Emmanuel Babissagana qui parlera demain sur le thème droits de l'homme et croissance, un mariage impossible, mais vous avez une question? Merci. Ma question est juste, elle est rhétorique, hein. C'est juste de savoir si vous pensez vraiment sortir du
paradigme individualiste en opposant le paradigme relationnel, parce que la relation ne tient pas par elle-même, comme on dit en métaphysique, qu'elle a besoin de deux termes pour exister. Donc si vous mettez la relation, ça veut dire que vous mettez comme paradigme deux libertés qui doivent pouvoir, au moins en tout cas, la fonder. La relation existe parce que des volontés acceptent de la réaliser, sinon elle n'existe pas en ce sens-là. Je pense qu'on reste, je ne sais pas si je me fais comprendre, la relation a besoin de deux termes pour exister, de deux volontés, et donc de deux libertés individuelles pour se constituer. À partir de là, je pense qu'on reste dans le paradigme de l'individu. Je ne propose pas de sortir du paradigme de l'individu, mais de le compléter par le paradigme relationnel. Hein. Donc ce n'est pas le remplacement, mais c'est compléter précisément. On ne va pas revenir sur des acquis en plus très positifs, notamment du statut de l'individu. Je crois que simplement, quand on parle de traduction juridique, de la manière dont les droits peuvent être invoqués de part et d'autre, on gagne à le penser à partir de la relation, plutôt que de penser chacun qu'avec son droit on va pouvoir obtenir gain de cause, alors qu'on le voit avec la multiplication notamment de droits subjectifs et des droits fondamentaux, les principes généraux. N'importe quelle nouvelle configuration va pouvoir donner une solution juridique différente par rapport à ces deux libertés dont vous parlez qui se rencontrent. Donc si on comprend qu'en effet la solution va souvent se construire selon la configuration, je pense qu'on peut sortir d'un certain nombre d'apories, mais j'ai dû malheureusement être très court pour expliquer ceci, mais donc pour répondre, je ne vais pas sortir du paradigme de l'individu, mais le compléter par le paradigme relationnel. Par rapport à ce que disait Antoine, donc j'entends bien que c'est une catégorie pour faire, mais justement ça montre bien que notre façon de réfléchir est très déterminée et peut-être un peu trop, mais c'est parce que je voyais que même quand on parlait d'autonomie collective dans le contexte, on renvoyait la définition, renvoyait à garantir l'autonomisation des citoyens. Donc je dis alors de nouveau le collectif doit servir uniquement l'individu. Et alors sur la question christianisme individu avec une dimension peut-être plus sociale, c'est clair, je montre plus dans le texte que le christianisme a joué un impact fondamental sur l'invention de l'individu continental. C'est pas du tout sûr que le christianisme avait comme objectif de donner lieu à l'individualisme moderne. Mais il y a évidemment tout à fait une dimension dans le christianisme, dans le message chrétien, les fût que aimez-vous les uns les autres, qui n'est pas du tout dans une logique individualiste. Mais celle-ci, par contre, a eu beaucoup plus de mal à trouver une traduction en droit. Donc, voilà, j'ai dû aller très vite sur ce passage, deuxième étape, mais en 15 minutes. On lira ton texte avec le temps peut-être. Voilà, merci. On est arrivé finalement à boucler cette matinée étant à peu près dans les temps. Je me fais le porte-parole d'Antoine et je dis rendez-vous dans 1 heure. Oui, parfait. Dans 1 heure. Déjeuner servi là. C'est marrant, d'ailleurs,